Face à l'urgence climatique, nos villes sont confrontées à des défis environnementaux sans précédent. Lorsqu'on sait surtout qu'aujourd'hui, 56% de la population mondiale vit en zone urbaine, et cette proportion va atteindre 68% d'ici 2050 selon l'ONU. C'est dans ce contexte que, ici à Marseille, le territoire et le périmètre d'Euroméditerranée, et Stéphane Gio va pouvoir nous présenter la stratégie, se veut quelque part en expérimenteur, en laboratoire, pour réinventer des solutions, pour régénérer nos territoires et leur redonner un sens beaucoup plus central et beaucoup plus avec la vie. Je sais qu'un de vos slogans, c'est la vie dans la ville ou la ville dans la vie. En tout cas, mettre du vivant, beaucoup plus de vivant dans notre urbanité. Et j'aimerais commencer par vous, mon cher Stéphane, par rapport à tous ceux qui peut-être ne connaissent pas suffisamment l'établissement public Euroméditerranée. Quelles sont les principales mesures d'adaptation mises en place par l'établissement public Euroméditerranée à Marseille pour faire face au changement climatique? Et au niveau de l'aménagement urbain, comment vous envisagez de concilier la préservation des écosystèmes locaux avec les impératifs de densification urbaine? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plusieurs questions dans la question, donc je vais essayer de découper un peu. Effectivement, Euroméditerranée est une opération d'intérêt national qui transforme l'arrière portuaire de Marseille depuis maintenant 30 ans. 500 hectares sur des friches urbaines, industrielles, très abîmées, avec une démarche qui associe à la fois l'État, puisque c'est un établissement public piloté par l'État, notamment la DHUP, Direction de l'Habitat, l'Urbanisme et des Paysages, le ministère de la Transition écologique, l'État à travers aussi Bercy, et puis les collectivités locales, région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, département des Bouches-du-Rhône, métropole Aix-Marseille-Provence et ville de Marseille. Donc l'enjeu, c'est vraiment construire la ville sur toutes ses composantes, développement économique, habitat, mobilité, énergie, espace public, bâtiments publics, etc. La caractéristique d'Euroméditerranée, c'est qu'elle intervient sur des friches historiquement industrielles de l'arrière portuaire, qui étaient liées à l'activité portuaire, qui s'est petit à petit déplacée vers le périmètre de Fos, à 40 km. Donc tout l'outil industriel a bougé petit à petit. Et donc tout cet arrière portuaire a peu à peu périclité, puisque les entreprises sont parties et qu'il a fallu reconstruire tout cet arrière portuaire. Alors l'enjeu en 1995 n'était pas celui qu'on a maintenant en 2025, puisque les questions d'environnement et de développement durable de la ville étaient beaucoup moins prégnants. Et donc, pour répondre à la première partie de la question, comment on fait maintenant? On sait qu'il y a un enjeu d'îlot de chaleur urbain de plus en plus important. On sait que, malheureusement, tendanciellement, on va vers des villes avec 3-4 degrés de plus chaque année. On sait que, par exemple, à Marseille, on a 300 jours de soleil par an, très peu d'eau, mais des épisodes méditerranéens de plus en plus violents, donc beaucoup d'eau qui tombe très rarement. Donc on a des enjeux de gestion de l'eau, on a des enjeux de gestion de cet îlot de chaleur, de confort d'été, de la façon dont les gens vont pouvoir rester vivre ou travailler dans les bâtiments qui sont en train d'être développés dans cette arrière portuaire, dans ce bout de ville, dans des conditions qui soient soutenables. Donc on le fait typiquement à travers tout un tas de technologies, de savoir, à travers un laboratoire collectif d'innovation urbaine sur lequel on va tester, développer des matériaux, tester des méthodes de mode constructif, etc., des formes urbaines, des façons de construire des bâtiments qui vont permettre de rendre le territoire plus résilient. Des imperméabilisations massives. On sait que malheureusement, on a vu encore en Espagne tout récemment que quand on imperméabilise et quand on urbanise à outrance, ça a des impacts très forts quand il y a ces phénomènes méditerranéens, ces épisodes méditerranéens. Donc il faut désimperméabiliser massivement pour pouvoir gérer l'eau quand elle se présente. Et en même temps, cette eau, on la perd. Typiquement, à Marseille, le réseau est unitaire, c'est-à-dire que toute l'eau qui tombe, quand il pleut, elle part à la mer. Donc on n'a pas souvent de l'eau, elle est là violente, mais on la perd aussi. Donc on doit travailler sur des matériaux intelligents sur les espaces publics pour pouvoir récupérer cette eau et la réutiliser en temps et en heure adéquat quand on n'en a pas assez. Les matériaux, le bio et le géosourcé, c'est une façon aussi intelligente de pouvoir gérer ces problématiques de chaleur. Et on a en France ce qu'on appelle la RE 2020, la réglementation environnementale, qui nous oblige petit à petit à intégrer de plus en plus de matériaux bio et géosourcés. Et pour finir sur le sujet de la densification urbaine, il y a une loi qui s'appelle Territoire et résilience de 2021 et qui prévoit qu'à horizon 2050, il y aura zéro artificialisation nette en France.
Zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'on ne pourra plus artificialiser des territoires qui ne le sont pas encore, ou il faudra le compenser. Si on artificialise des territoires qui ne le sont pas encore, il faudra compenser ces artificialisations-là par des politiques de compensation. L'avantage qu'on a à Euroméditerranée, c'est qu'on intervient sur déjà de l'artificiel et qu'on transforme cet artificiel en redonnant une place à la nature tout en densifiant. Donc on va devenir un endroit où, toutes choses égales par ailleurs, on sera un endroit de réception de ces compensations d'autres territoires qui artificialisent, qui devront continuer à artificialiser. Et donc on arrive à gérer, nous, la problématique de la densification tout en créant des espaces verts. Et pour finir, sur le bâtiment en particulier, plus on va densifier, plus il faudra trouver des solutions bâtimentaires qui permettent de vivre intelligemment cette densification, donc notamment les toits, qu'on utilise très peu en France et en particulier à Marseille, malgré le fait que ce soit une ville méditerranéenne. Le toit qui est la 5e façade, il va falloir de plus en plus travailler à son usage et notamment pour y créer de l'espace vert utilisable parce que dans un environnement densifié urbain, eh bien, il va falloir créer des lieux d'aménité et le toit en est une des solutions. Alors, on va revenir un peu plus tard sur un projet majeur. Alors, tout d'abord, merci pour cette présentation. Je vous demande d'applaudir Stéphane pour la présentation de sa vision et de la vision d'Euroméditerranée. On va revenir un peu plus tard sur le projet phare majeur actuellement que porte Euroméditerranée, la régénération du parc des Égalades. On va revenir un peu plus tard dessus. Je me tourne tout de suite vers notre oratrice Maria, parce que je sais que vous avez un avion dans pas très longtemps et que vous serez peut-être amené à quitter le panel un peu plus tôt, parce que je crois que vous devez être à Madrid ce soir. Et merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, parce que vous avez une échéance importante demain à Madrid. Maria, you are the General Director of Economy Innovation of the city of Madrid. And Madrid has invested in green spaces heavily and on ecological infrastructure. How do these initiatives influence the city's resilience in the face of increasing climate risks, such as heat waves or flooding? Well, thank you very much. First of all, thank you for inviting me to be here and for giving me the opportunity to attend this Emerging Valley in 2024. Well, Madrid is developing a significant policy of creating green infrastructure, notably through the metropolitan forest. This forest will extend over 75 kilometers within the city to contribute to urban rebalancing, reducing CO2 emissions, combating the climate change at a local level, restoring degraded landscape and ecological areas, increasing the pedestrian and cyclist pathways, and improving the public health. This forest will be encircling the city. It is relying on urban planning, which is both completed and pending of execution. And this forest, the objective is to create green corridors that bring biodiversity closer to the city. It will comprise native species, especially representative of the regional natural biodiversity, and adapted to local conditions and projected climate change scenarios. These forests will be complemented by trails for walking, sports, recreational areas, and other amenities for public use and enjoyment. And this project has started with several pilot projects which will guide further initiatives. With this initiative, we want to face the climate challenges, and we are also very worried about the quality of air. We have established Madrid 360 environmental sustainability strategy to reduce vehicle emissions and to promote clean public transport. Madrid has pledged to cut CO2 emissions by 65% by 2030,
And we are developing initiatives, piloting initiatives to accelerate these climate neutral goals in certain parts of the city. We are also worried about noise pollution, and we have numerous acoustic and environmental protections zones that have been established. And also we want to encourage the water and energy conservation through financial incentives for buildings to adopt renewable energy sources. These are, part of the strategy. Thank you very much. On peut applaudir Maria Jesus Romero. I will ask you a second question a bit later. I know that you will have to leave earlier, but I would like to ask you this question. Sans transition, je me tourne vers vous, Monsieur Frédéric Chollet. Merci d'être présent, d'être à nos côtés. C'est un réel plaisir. Donc, gouvernement, société civile, acteurs territoriaux, chacun a un rôle bien précis à jouer dans l'émergence des villes vertes et résilientes au changement climatique. Vous venez d'entendre les témoignages d'Euroméditerranée, donc Marseille et Madrid. Comment favoriser une approche plus intégrée de la durabilité urbaine et environnementale à l'échelle régionale et internationale? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous n'avez effectivement pas l'habitude, je dirais, dans les territoires, de voir des gens qui viennent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est un peu la spécificité de la délégation que je représente aujourd'hui, qui est une délégation qui fait partie d'une grande direction générale, qui s'appelle la Direction générale de la mondialisation, et qui s'occupe de tout ce qui est développement, solidarité internationale, mais également des négociations sur le climat. Dans cette grande direction générale, on a bien évidemment en tête l'action extérieure de la France, mais avec un objectif qui est d'atteindre ce qu'on appelle les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Et dans ces objectifs du développement durable, il y a l'objectif numéro 11, qui est de construire des villes résilientes, durables, ouvertes à tous et sûres. La délégation donc, des collectivités territoriales et de la société civile, elle va agir de plusieurs manières. Elle a un pôle qui est dédié à la société civile, et donc c'est toutes les relations avec les ONG qui travaillent en particulier sur les questions climatiques et qu'on va financer, cofinancer, en lien avec l'Agence française de développement. Et donc, nous avons un instrument qui s'appelle Initiative Organisation de la société civile, qui est géré par l'Agence française de développement. C'est à peu près 150 millions d'euros par an. Et donc, nous allons permettre à ces ONG de mettre en œuvre des programmes structurants, en particulier dans la lutte contre le changement climatique, y compris en milieu urbain, mais pas seulement, puisque vous avez des territoires beaucoup plus reculés qui participent à cette lutte contre le changement climatique. Deuxième axe, c'est le volontariat, ce qu'on appelle le volontariat de solidarité internationale. Nous avons la tutelle d'un opérateur qui s'appelle France Volontaire, et nous travaillons avec toutes les organisations de la société civile qui sont spécialisées dans le déploiement de volontaires à l'international. Et pour ce faire, nous déployons des volontaires de solidarité internationale partout dans le monde, et notamment dans les pays d'Afrique. Et nous créons des programmes, nous finançons des programmes de lutte ou de résilience face au changement climatique. Nous avons par exemple financé un programme de volontariat sur la Grande Muraille Verte, donc toute la bande sahélienne qui vise à replanter des arbres et de remettre, je dirais, de la verdure, de redensifier les sols dans la bande sahélienne. Et
nous avons pour cela déployer des volontaires. Nous avons un grand programme aussi sur la reforestation des pays du bassin du Congo. Et ça découle d'initiatives prises par la France, notamment, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, les One Planet Summit, les One Forest Summit qui avaient eu lieu au Gabon, qui était porté par le président de la République. Il y aura bientôt un One Water Summit. Et donc, on peut, grâce à ces grandes échéances sur le climat, déployer des volontaires. Et puis, un dernier grand axe, c'est la raison pour laquelle je fais cette mission ici en région sud, c'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire cofinancer des programmes de partenariat entre collectivités françaises et collectivités étrangères. Collectivités françaises, villes, métropoles, départements, régions, qui vont créer des partenariats avec des collectivités étrangères. Et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, via des appels à projets, va cofinancer ces programmes. Et donc, c'est je dirais, de nombreux secteurs qui luttent contre le changement climatique. Il y a des programmes sur la mobilité, des programmes, tout ce qui concerne, je dirais, la résilience climatique. Et dans la perspective du sommet de Nice sur les océans, ce qu'on appelle le sommet UNOC 3, qui aura lieu à Nice en juin 2025, nous allons lancer un grand appel à projets qui sera dédié à la fois aux collectivités territoriales et aux ONG pour justement présenter des projets de lutte contre le changement climatique, en particulier pour les villes du littoral ou les régions qui sont proches du littoral. Et donc il y aura ces partenariats que nous allons cofinancer. Donc ça peut être aménagement des côtes, lutte contre la pollution plastique, des pollutions des océans, des pollutions des cours d'eau. Et donc nous annoncerons cet appel à projet à l'occasion de ce sommet. Donc voilà, notre action, elle est multi-acteurs. Elle vise à je dirais, soutenir des réseaux, de la société civile, des entreprises éventuellement qui peuvent être impliquées, des collectivités, pour lutter contre le changement climatique à l'échelon qui est absolument important, qui est celui des collectivités. Je vous demande d'applaudir Monsieur Frédéric Chollet, alors, est-ce que en une phrase, vous pouvez expliquer le rôle du délégué pour les collectivités territoriales et la société civile? Donc, c'est vraiment de mettre en musique la société civile, les collectivités territoriales au service de la diplomatie. Et exactement, comme vous avez vu que dans les grandes échéances internationales, et notamment les COP, vous avez maintenant pas seulement des États, alors c'est souvent les États qui négocient, mais dans ces grandes délégations, et notamment la délégation française, vous avez de nombreuses ONG, de nombreuses collectivités, et donc elles sont partie prenante, je dirais, de la mise en œuvre des engagements que prennent les États. Vous avez maintenant des réseaux de villes, il y a le réseau C40, il y a le réseau Eurocities qui comprend plus de 200 villes européennes. Et donc, ces réseaux, il faut effectivement les accompagner. Il faut mettre en relation des acteurs qui ne se rencontrent pas forcément. Les collectivités, les entreprises, les ONG, les ONG spécialisées sur le volontariat. Et donc, c'est tout cet écosystème que nous aidons à mettre en musique. Alors je le fais grâce à des déplacements que je fais en France, comme aujourd'hui en région sud. Je me déplace un peu dans toutes les régions françaises, mais je vais aussi à l'étranger voir des projets, mobiliser des collectivités territoriales, mobiliser nos ambassades pour expliquer ce qu'on fait et comment nous pouvons aider, cofinancer, accompagner pour que cette lutte contre le changement climatique dans tous les secteurs puisse être effective et portée par tous les acteurs. Merci beaucoup. Merci Monsieur Chollet, que l'on peut applaudir à nouveau
ces précisions utiles. I know, Maya, that you have to leave soon, so I will ask you a second question in a few minutes. But first, Jérôme, nous avons la chance d'avoir un représentant de l'innovation outre-mer, puisque Jérôme dirige le pôle de compétitivité de Calitropique de l'île de la Réunion, qui est le principal incubateur de l'île de la Réunion, et qui travaille beaucoup avec les startups réunionnaises de l'innovation dans le développement durable et dans l'environnement. Quels sont les défis environnementaux spécifiques rencontrés, notamment sur l'île de la Réunion? Comment vous contribuez à y faire face avec l'innovation? Et comment le secteur privé réunionnais, en partenariat avec la collectivité de la Réunion, peut accélérer le déploiement de solutions de gestion durable des ressources dans les zones urbaines réunionnaises et plus globalement dans les Outre-mer? Merci, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Calitropique, c'est le seul pôle de compétitivité de l'outre-mer français. Donc on est basé à La Réunion. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, La Réunion, c'est un petit territoire, une île qui est située entre Madagascar et Maurice, donc en zone tropicale. On travaille à La Réunion principalement, mais aussi dans tout l'outre-mer tropical français et dans les pays de la zone, d'où notre intérêt à participer ici, parce que les pays de la zone, pour nous, c'est l'Afrique. Hein, on est situé sur le continent africain d'un point de vue géographique. Calitropique, c'est une centaine d'adhérents, des entreprises qui travaillent dans les différents secteurs de la bioéconomie tropicale. Et dans la filière, hein, dans la bioéconomie, on a cette filière bâtiment durable. Bâtiment durable, en fait, hein, pour nous, c'est un peu différent de ce qu'on connaît ici, quoique on est à Marseille, donc on est quand même sur un climat assez chaud. C'est un travail particulièrement sur le confort thermique des bâtiments face aux hautes températures. Il faut savoir que la température moyenne de La Réunion actuellement, c'est 32-34 degrés. Donc on essaie de travailler à verdir la filière du bâtiment par du confort thermique. Donc pas mal de travaux sur le design, en fait, hein, déjà, une meilleure aération des bâtiments, etc. Mais aussi sur le choix des matériaux à utiliser. Et là, en fait, il faut savoir qu'on est un petit territoire avec une majorité du territoire qui est composé d'un parc national, classé UNESCO, etc. Donc, on est très dépendant des importations en termes de matériaux. Et on se doit donc d'essayer de manière vertueuse de fabriquer des matériaux localement, des écomatériaux hein, bio ou géosourcés, avec le peu de ressources qu'on a. Pour ce faire, donc on est bien accompagné effectivement par les collectivités, que ce soit la région Réunion, le département, mais aussi les communautés de communes qui ont leur place à jouer. On a par exemple le territoire de l'Ouest, qui est labellisé territoire d'industrie, avec lequel on travaille tout particulièrement sur un démonstrateur de la ville durable. Ça consiste en quoi? À mettre en place un certain nombre de dispositifs, d'outils, pour que les entreprises développent des nouveaux matériaux, des nouveaux concepts, particulièrement adaptés à notre climat, hein, donc haute température, forte humidité, présence de cyclones qui s'intensifient année après année à cause du dérèglement climatique, on va dire. Cet environnement, il est permis grâce à ce label de territoire d'industrie et on a la possibilité d'obtenir des financements, d'avoir des terrains, etc., de faire des expérimentations. Et c'est ce qui est vraiment indispensable actuellement, c'est vraiment ce défi en fait de pouvoir passer du laboratoire à l'entreprise, de pouvoir tester des choses, de pouvoir les développer d'un point de vue économique. Et c'est là que nous, hein, chez Calitropique, on est pratiquement tous ingénieurs, docteurs, on accompagne ces entreprises vers cette transition en fait, hein, du laboratoire au monde entrepreneurial. Autre défi hein, qu'on a chez nous, c'est vraiment la densification. Hein, donc on l'a évoqué tout à l'heure avec la ville de Marseille. On connaît exactement cette même situation. Hein, donc comment faire des villes agréables, confortables, avec une grosse densité de population. Et on travaille énormément, donc là par exemple avec la commune de Saint-Denis sur des concepts de végétalisation urbaine. Végétalisation, encore une fois, pour le confort thermique, pour faire de l'ombre, etc. Végétalisation aussi pour de la production. Hein, donc on parle beaucoup d'agriculture urbaine, de verdissement des villes par l'agriculture, par la culture. Et là, en fait, on a une start-up hein, qui travaille dans de la deep tech, qui a déposé un certain nombre de brevets, qui propose un système de panneaux pour végétaliser les façades et les toitures. Et par exemple, sur les toitures, en fait, le fait de végétaliser une toiture, on gagne 7 degrés par rapport à une toiture qui n'est pas végétalisée.
Donc pour l'instant, ça reste beaucoup de l'agrément, mais on travaille avec eux sur la mise en place de solutions pour produire des herbes aromatiques, des fraises, des plantes aromatiques médicinales, etc., pour que ces façades aient aussi une fonction nourricière et autres. Alors, moi, j'étais plongé dans les histoires de fraises. Alors, écoutez, bravo. Je vous demande d'applaudir Jérôme Bulma, parce que j'étais en train de visualiser ça, les façades végétalisées. Je vais revenir à vous un peu plus tard. Nous avons la chance d'avoir une start-up avec nous de Côte d'Ivoire qui est là aussi engagée au service du développement durable et qui est dans la gestion des déchets plastiques en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec la solution Smart Trash Digital, et qui, quelque part, là aussi, mise sur la tech pour améliorer la gestion des déchets, notamment dans les stratégies de transition écologique des villes ivoiriennes. Comment vous transformez concrètement les déchets en ressources pour les communautés locales de Côte d'Ivoire? D'accord. Merci déjà et bonjour à tous. Il faut dire que nous nous sommes inscrits donc, dans un contexte donc, de ville durable pour commencer. Et il fallait pour nous trouver donc, le juste équilibre entre le volet économique, le volet social et surtout le volet environnemental. Du coup, ce que nous avons mis en place en Côte d'Ivoire, c'est une solution. Et nous sommes déjà partis donc, sur la base de technologie. On a travaillé donc, sur une solution donc, qui consistait donc, à mettre en place des poubelles connectées, histoire donc déjà d'optimiser le circuit de collecte parce qu'il est connu, il est réputé, disons la collecte des déchets est réputée pour être catastrophique en matière de gestion énergétique. Il était important pour nous de gérer de façon efficiente donc des déchets parce que ça ne sert à rien de valoriser des déchets que vous avez collectés en polluant encore. Donc nous avons mis en place donc une solution, donc comme je le disais, de poubelles de tri connectées avec un dispositif qui était capable de nous informer sur le niveau de remplissage des bacs et d'optimiser le circuit de collecte et qui nous permettait donc de planifier donc en avance la collecte des déchets. Ensuite, il fallait mettre en place donc, un système d'économie circulaire. Il fallait réussir maintenant à intégrer le fait que les déchets sont des ressources ou des matières premières secondaires pour d'autres entreprises. Et c'est là que c'était important. Il a été important pour nous donc d'intégrer ou de faire appel donc, aux communautés locales parce que c'est auprès de ces ménages, donc de ces entreprises que nous allons chercher les déchets. Il était important de faire de la sensibilisation sur l'importance de voir les déchets autrement que des objets pour lesquels desquels on a envie de se débarrasser. Ça passe donc par la véritable sensibilisation. Nous avons mis en place un dispositif qui nous a permis donc aujourd'hui de faire comprendre aux entreprises avec lesquelles on travaille et avec les ménages avec lesquels on travaille que les déchets peuvent être des ressources pour eux et peuvent même leur apporter donc des ressources financières. Et ça nous a permis donc de relever notre troisième défi qui est au-delà donc de l'aspect économique, donc au-delà de l'aspect économique de valorisation réelle des déchets, c'est de voir l'impact qu'on a. Et pour cela, au niveau des villes de Côte d'Ivoire, on est aujourd'hui sur Abidjan et Ferkessédougou. Ferkessédougou, c'est à près de 600 km donc de la capitale. Ce que nous avons mis en place, nous nous sommes appuyés sur des précollecteurs, donc des personnes qui ont pour rôle d'aller au niveau des ménages, au niveau des entreprises et mettre en place ce système-là qui permet d'impacter directement donc, les populations locales qui de plus en plus commencent à s'inscrire donc, dans cette vision donc, de ville durable donc, qui consiste bien entendu donc, à bâtir des villes en tenant compte en tenant compte donc, des ressources pour les générations futures. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir Tenon pour son innovation. Maria, I know that you have to leave in a few minutes. I will ask you the second question I wanted to ask you before, but now is the time. As one of the leading European cities, Madrid has launched a number of sustainable initiatives. What lessons can you share on how to overcome resistance and mobilize the Madrid citizens in sustainability projects? Well, the sustainability challenges that face Madrid are similar to those encountered by other major cities, with large population and extensive territories. And the commitment of the citizens is essential to face these challenges.
Well, we have tried to promote citizens' awareness campaigns or financial support to promote the destruction of the most contaminant vehicles and to facilitate the purchase of eco-friendly vehicles, for instance. And from my role in the government area of economy, innovation and finance, we try to promote sustainability within economic and business sectors. We try to promote public-private collaboration models to implement these initiatives. For instance, we have constructed a Center for Innovation in Circular Economy. It serves as a hub for circular economy initiatives, fostering innovation, attracting talent, promoting entrepreneurship, and creating new job opportunities and networks around the circular economy. This center is a vehicle to create an ecosystem around the circular economy because of the relations that are made between all the participants, citizens, students, but also startups, small and medium-sized companies, large companies, academia, universities, and this ecosystem is committed to fulfill the objectives of the centers, which are to promote circular economy in the city's productive fabric. We want to foster the growth of startups related to circular economy and to transform businesses in the city of Madrid. The center aims to shift companies to move from a linear production or service model towards a more sustainable and circular model, while strengthening the local labor market. We also want to raise public awareness about sustainable consumption and also about circular economy, and boosting local communities by engaging them in citizen participation science programs or pilot projects that address environmental challenges. And we also want to create a knowledge hub around the circular economy in the center. Through the experimentation, there are 2 spaces in the center to experiment with new ideas, prototypes, or solutions about circular economy. The Fab Lab and a nature-based solution laboratory. And how do we get these objectives? Through the programs that we develop in the center. We develop business support programs designed to assist entrepreneurs, startups, and large companies in transitioning to circularity. Also, with training and awareness programs that include educational sessions, events, and talks accessible to both business community and general public. The goal is to disseminate the principles of circular economy, the use of technology, and deepen understanding of its practical application to promote new opportunities for people and economy around the circular economy. And through experimentation and participation citizen programs in the 2 laboratories. The Fab Lab tries to promote the digital manufacturing. It tries to transform the way we design, produce, and consume using the digital manufacturing, but not only to promote the use of technology, but also to produce the development and the distribution of this digital technology, which is simple, low cost, and easy to apply. And the nature-based solution laboratory, it is an infrastructure, but also an ecosystem of actors who research, learn, build, and design approaches or actions or processes that use the principles of nature to solve urban and territorial problems.
it is also inclusive. It is a main support tool for making high-quality decisions about the naturalization of the city, but it is also a platform for projects of citizens and also a catalyst for inclusive employment. And we can see that data support that commitment of citizens to sustainability is steadily growing, and we can see a shared responsibility with the administrations and the citizens in the city of Madrid. The survey showed this, for instance, according to a survey produced by the National Institute of Statistics, 97% of households in 2021, which was the latest year available, separate waste compared to 92% at a national level. Or for instance, 8.5% of households in Madrid have a eco-friendly vehicle compared to 4% at a national level. So we think all these efforts and all these initiatives are being well received and perceived by the citizens. Thank you. Thank you very much for this case study. Je vous demande d'applaudir Maria. I know that you have to go, so if you want to leave to the airport, because I think that you have a flight to go back straight to Madrid, you are free to go. Thank you so much. So, unless you want to stay with us and go to Madrid tomorrow. I will stay a little bit more because it is very interesting. A little bit more. Okay? Thank you. So you want to stay because of your flight? Ah, you stay. Okay. Okay. Mon cher Stéphane, je te donnerai le mot de la fin pour présenter justement la stratégie de renaturation du parc des Égalades. Mais avant cela, j'aimerais revenir vers vous, Monsieur Chollet, en vue de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans que vous avez mentionnée, qui aura lieu donc à Nice en juin 2025. Vous avez dit que le MEAE met en avant donc l'importance stratégique des villes côtières dans la préservation des écosystèmes marins. Selon vous, quelle synergie pourrait être renforcée entre les collectivités territoriales, des acteurs urbains comme Euroméditerranée, l'opérateur EPEM Euroméditerranée, pour développer des solutions concrètes et atteindre des objectifs de préservation des océans définis par UNOC 3? Alors, ce que je disais effectivement, c'est que via les appels à projets, notamment cet appel à projets qu'on va lancer à l'occasion de UNOC 3, on va pouvoir, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères va pouvoir être en lien avec tous ces acteurs qui sont parfois des pools d'acteurs, parce que effectivement on va s'adresser à des villes, à des régions qui elles-mêmes sont, je dirais, les représentantes d'un écosystème, et donc cet appel à projet va pouvoir mettre ces acteurs en relation. On va participer aussi à un événement qui aura lieu en marge de UNOC 3, puisque UNOC 3, c'est, je dirais, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, mais il y aura beaucoup d'événements, je dirais, annexes, mais liés aux objectifs du sommet. L'un d'eux, c'est la coalition des villes et des régions côtières, et cette coalition, justement, vise à structurer les territoires partout dans le monde qui ont, je dirais, une action positive pour le climat via les océans. Et donc, nous participerons activement à cet événement en marge de l'UNOC, et nous aurons à cette occasion la possibilité aussi de mettre en relation tous ces acteurs. Donc voilà, je dirais que nous profitons des grandes échéances internationales pour rassembler
tous les acteurs avec lesquels nous sommes en relation. Et en dehors de ces grandes échéances, lors de mes déplacements, lors des déplacements que fait mon équipe, nous avons l'occasion, sur des projets qui sont parfois modestes, d'agir pour lutter contre le changement climatique. C'est parfois des tout petits projets, y compris mis en œuvre ou financés par des toutes petites collectivités, parce qu'il ne faut pas croire que ce ne sont que les grandes régions et les grandes villes françaises qui luttent contre le changement climatique, y compris en matière de coopération décentralisée. Il y a des toutes petites villes françaises qui vont, en partenariat avec des petites villes africaines notamment, mettre en place des solutions très concrètes. Et je dirais qu'il y a cette approche, il y a à la fois cette approche d'élus qui est partagée, et donc d'élus français et étrangers, et donc ils ont une approche très, très concrète des solutions à apporter. Et puis il y a, je dirais, des échanges d'expériences. On citait par exemple les constructions, l'habitat. Vous savez que l'habitat africain, souvent très naturel, est extrêmement intéressant, y compris pour des collectivités comme la France, pour justement bâtir, construire des bâtiments qui sont adaptés au changement climatique. Donc ces échanges d'expériences entre collectivités sont extrêmement enrichissants, et je dirais ils se font en partenariat, donc d'égal à égal. Et j'ajoute que les appels à projets qu'on fait, notamment on a des appels à projets France-Sénégal, France-Maroc, on en sera un appel à projet France-Ukraine, ils se font sur des cofinancements à part égale. Par exemple, le fonds conjoint franco-sénégalais, le ministère des Affaires étrangères français apporte la même somme que le ministère des collectivités sénégalais, et donc c'est donc très, très égalitaire, je dirais, comme échange. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir Monsieur Frédéric Chollet pour son intervention, et Madame Maria qui malheureusement nous quitte parce qu'elle doit se rendre à l'aéroport, et je vous demande de l'applaudir pour son témoignage. Mon cher Stéphane, la transition est toute faite parce que je pense qu'Euroméditerranée a beaucoup de choses à dire sur justement les matériaux de construction africains. Je te laisserai parler de ce qui fut fait dans le passé peut-être avec Medinnovant. Mais tout d'abord, le grand projet de renaturation, qui est vraiment le projet majeur du parc des Égalades à Marseille, porte des ambitions et une envergure considérable, stratégique pour le futur de notre territoire et de Marseille. Est-ce que vous pouvez détailler à notre audience et préciser en quoi il peut inspirer d'autres villes en matière de gestion des risques hydrauliques et de biodiversité ? Samir, si tu le permets, peut-être avant de parler du sujet spécifique du parc des Égalades, le sujet de la ville durable, là, ce qui émerge, alors c'est pas un mauvais jeu de mots, Emerging Valley, mais ce qui émerge dans les échanges en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la spécificité de chaque territoire, Marseille, Madrid, La Réunion. Il y a un socle commun qui est que la fabrique de la ville, c'est 30% du carbone produit par l'activité humaine. Ça, c'est le point de départ. Le deuxième sujet, c'est qu'on a un phénomène de densification urbaine lié à la métropolisation de plus en plus importante. Et on va avoir des phénomènes de métropolisation de plus en plus importants. Et on voit que les territoires, en fait, d'une part, travaillent sur des avantages comparatifs spécifiques. Simplement, je prendrai l'exemple d'Euroméditerranée. Je l'ai expliqué, 500 hectares collés à la Méditerranée. On utilise la Méditerranée pour produire du chaud et du froid urbain. On a des boucles de géothermie marine, c'était une première au niveau mondial. On produit du chaud et du froid urbain avec la mer, avec l'énergie de la mer, depuis maintenant longtemps. On a 1 million de mètres carrés qui sont fournis en chaud et en froid urbain, 70% d'ENR sur nos systèmes de chaud et de froid urbain. Donc on a les avantages comparatifs spécifiques à chaque territoire, et on le voit pour la Réunion aussi. On est démonstrateur ville durable labellisé AAP de France 2030, comme la Réunion, et on travaille sur des spécificités territoriales. Et puis après, on a des choses qui transcendent les territoires. On a parlé d'économie circulaire.
un de nos enjeux de la APE France 2030 DVD, c'est de mettre en place de l'économie circulaire dans la fabrique de la ville. Et en fait, on réfléchit maintenant dans la construction des bâtiments notamment au cycle de vie du bâtiment. Construction, exploitation, déconstruction. Comment on peut convertir les bâtiments aussi demain à d'autres usages. Et la mise en place de tous ces réseaux d'économie circulaire pour réutiliser les matériaux, on n'a pas de modèle économique encore à l'heure actuelle. Ça coûte cher, c'est compliqué, il faut faire de la dépose de matériel sur un bâtiment, il faut nettoyer les matériaux, il faut les stocker, puis il faut les réutiliser sur une autre opération. Il n'y a pas réellement de modèle économique, et c'est là que la force publique, elle intervient. Établissement public d'aménagement, pôle de compétitivité, communes, villes, MAE, tout ça, ce sont des acteurs publics qui vont faire émerger en fait ces modèles économiques. Donc là, il y a un enjeu qui transcende un peu tous les territoires. On voit bien la spécificité locale et la spécificité qui transcende l'ensemble des villes et leur durabilité au niveau international. Alors nous maintenant, si je me reconcentre sur le sujet spécifique Euroméditerranée, je l'ai expliqué en introduction, on construit un bout de ville sur des parties qui existent déjà, qui sont des friches industrielles et des friches urbaines. Dans ce cadre-là, il y a un grand événement foncier qui était une gare, la gare du Canet, qui est une gare industrielle-portuaire, qui est très polluée, qui fait 25 hectares, qui est au milieu des opérations de bâtiments qu'on va développer, de quartiers, de vie, sur lequel vont arriver 30 000 habitants et 20 000 salariés. Donc on fait un bout de ville assez conséquent. Et on va transformer, on vient de finaliser le rachat à SNCF, la Société nationale des chemins de fer française, on vient de finaliser le rachat de cette gare du Canet. Cette emprise de 25 hectares, on va la transformer en un grand parc urbain qui va faire entre 16 et 20 hectares selon les configurations, la morphologie qu'on va choisir. On est en train de finaliser le choix des équipes. On est dans ce qu'on appelle un dialogue compétitif avec différentes équipes qui nous proposent des solutions, des écologues, des urbanistes, des paysagistes, etc. Et en fait, pour nous, c'est aussi une opération hydraulique, simplement parce que cette gare ferroviaire industrielle qui a arrêté son activité au mois d'avril, elle a en son sein, sous sarcophage complètement béton, 2 ruisseaux, 2 fleuves côtiers qui ont tendance à saturer avec les phénomènes, les épisodes méditerranéens dont on parlait tout à l'heure. Et en saturant, elle crée un risque inondation fort. Il y a ce qu'on appelle des PPRI, des plans de prévention risque inondation, qui nous disent si on a le droit de construire ou pas construire sur certaines emprises foncières. Et il s'avère qu'autour de cette grande carre, on ne peut pas construire, parce que ces 2 ruisseaux, ils saturent et ils vont créer des risques d'inondation. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est à la fois créer un grand parc urbain qui nous permettra de réduire de 5 à 6 degrés, on a fait nos études sur l'îlot de chaleur urbain, et ce qui est caractéristique, c'est que ça réduit de 5 à 6 degrés l'impact de l'îlot de chaleur urbain à proximité immédiate. On s'aperçoit dans les études qu'on est en train de porter qu'à 500, 600, 700 mètres au-delà de ce parc, il n'y a plus aucun effet. Ce qui veut dire que pour réduire l'impact de l'îlot de chaleur urbain, il faut massivement planter à beaucoup d'endroits en pleine terre. Donc le verdissement des bâtiments est un des enjeux, mais des emprises foncières à proximité des bâtiments. Et surtout, ça va nous permettre de faire en fait une grande éponge, cette opération, pour réduire le risque inondation et donc libérer de la constructibilité. Donc en fait, on arrive à la fois à créer un espace de verdure en plein cœur de ville sur lequel on a à l'heure actuelle 0 verdure. On va pouvoir dégager de la constructibilité parce qu'on a un risque d'inondation qu'on va réduire et on va pouvoir gérer les risques liés aux épisodes méditerranéens de pluies violentes qui malheureusement sont de plus en plus impactants au national. On se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques années en région niçoise. Ça arrive régulièrement dans le Var. Ça arrive aussi à Marseille. Les 2 ruisseaux dont je parle, ils ont eu des phénomènes de risque assez importants sur l'espace public. Et puis malheureusement en Espagne, j'en parlais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à trouver des modèles qui nous permettent à la fois de gérer de l'infrastructurel. On fait une opération hydraulique massive, mais aussi en créant des espaces verts. Donc ce qui est caractéristique et nouveau aussi dans les démarches, c'est qu'au-delà de travailler simplement à des questions infra, on fait des routes, on fait des systèmes de transport, on fait des systèmes d'énergie, etc. On construit la ville comme ça. On essaye d'avoir un impact de plus en plus faible et de réfléchir à la façon dont cet impact, on peut même le transformer en positif.